Pour une médium ou une voyante, le silence peut ressembler à la mort. Une récente affaire de disparition a fait la une des journaux. Kim était à l'hôpital pour une opération après avoir été grièvement blessé par le glissement de terrain de Montecito et son fils était introuvable. J'ai dit qu'il montrait qu'un X indiquait l'endroit. Elle a alors cherché davantage. Un arbre avait été renversé par un glissement de terrain et un X peint dessus. Cela arrive rarement. Elle m'y a emmené. J'ai absolument ressenti Jack, et il souriait et il faisait ce geste. Je suis juste là, en bas. Ils ont fait venir des chiens de recherche et ils ont finalement trouvé des fragments d'os. Wow. Vous n'avez pas besoin de naître médium. Ces connexions se produisent et ensuite nous en doutons, mais notre cœur sait. Suzanne Giesemann, c'est une enseignante spirituelle, une documentariste primée, et elle a perdu sa belle-fille dans un accident tragique. Et cela lui a ouvert une toute nouvelle façon d'être en contact avec des messages provenant d'un autre plan. Cela n'aurait aucun sens si nos guides ne nous donnaient que des choses agréables. Où serait l'expérience là-dedans? On m'a montré une rétrospective de ma vie mettant en avant chaque traumatisme. Toute douleur physique cache souvent un lien plus profond. Je suis recroquevillée en position fétale. Je pleure et je n'arrive pas à entendre ce que l'esprit veut que je sache. Mais que se passerait-il si ces systèmes nerveux étaient conçus pour ne pas laisser passer ce genre d'informations? Et si la conscience n'était pas optimisée pour les questions pratiques? C'est pour ça qu'on fait de la médiumnité. Et esprit, qu'est-ce que je ne sais pas en ce moment? Et puis arrêtez-vous et écoutez. Bonjour, je suis Mayim Bialik. Et je suis Jonathan Cohen. Et bienvenue dans notre décryptage. Aujourd'hui, nous allons analyser de manière très rigoureuse ce que cela signifie d'être en contact avec ce que certains appellent l'esprit. Et nous allons parler de certains aspects techniques pour savoir si nous travaillons avec notre propre imagination indépendante ou si quelque chose nous guide réellement. Existe-t-il un moyen de le savoir de façon définitive? Devinez quoi? La réponse est oui. Aujourd'hui, nous sommes heureuses d'accueillir à nouveau Suzanne Giesemann. C'est une enseignante spirituelle, une auteure à succès, une documentariste primée. Et c'est aussi une ancienne commandante de la marine. Elle détient un master en affaires de sécurité nationale. Elle a été commandante et aide auprès du président du comité des chefs d'état-major interarmés. Elle se trouvait au Pentagone le 11 septembre et a fini par perdre sa belle-fille dans un accident tragique. Et cela a ouvert une toute nouvelle façon pour elle de fonctionner dans le monde et d'être en contact avec des messages provenant d'un autre plan que celui dans lequel elle avait évolué toute sa vie. Cet épisode explore la question suivante. Quel est le principal obstacle qui bloque notre connexion spirituelle? Qu'est-ce que l'on ressent? À quoi cela ressemble-t-il lorsque nous nous connectons à l'esprit? Quel type de guidance pouvons-nous recevoir? Suzanne explore également en profondeur comment les médiums peuvent ou ne peuvent pas retrouver des personnes disparues, aider lors de tragédies et transmettre des messages de proches décédés. Nous parlerons aussi de son prochain livre, Always Connected, How to Find Comfort, Clarity and Direction from the Spirit Within. Nous sommes ravis de recevoir de nouveau Suzanne Giesemann dans l'émission. Break it down. Oh là là, c'est tellement agréable d'être de retour. Quand nous avons parlé avec toi, Suzanne, tu sais, nous étions vraiment au tout début d'une ouverture que Jonathan et moi avons eue ici sur le podcast. Et nous sommes tellement ravis de pouvoir te parler maintenant que nous avons beaucoup plus de questions et aussi, je suppose, beaucoup plus d'expérience à notre actif. Mais tu as vraiment été l'une des premières personnes à nous ouvrir à une toute autre façon de penser. Oui, je me rappelle que l'ambiance était très différente, car vous veniez toutes deux avec ce bagage scientifique. J'avais l'impression d'être mise à l'épreuve. Vous étiez intense, donc mes réponses l'étaient aussi. Je continuais aussi à consulter mon équipe. En fait, c'était plutôt amusant, mais c'était aussi impressionnant. Eh bien, on a vraiment adoré. Et en particulier, j'ai tellement appris grâce à ton livre et j'apprends tellement grâce à ton application. Et ton nouveau livre, Always Connected, est quelque chose dont nous allons parler. Mais d'abord, je me demande si tu pourrais aborder le sujet. Tu as eu quelques soucis de santé récemment. Et je me demande si tu pourrais à la fois nous expliquer ce qui se passe et aussi partager comment tu ressens que ta connexion avec l'esprit, avec quelque chose de plus grand que toi, t'a aidé à affronter ces défis. Oh, c'est fou comme la connexion avec l'esprit change tout.
En vieillissant, j'ai remarqué plus de rides et tout ça. Et tu sais, mon ego m'a tout simplement envoyé chez un dermatologue spécialisé dans les ridules et les rides. Et elle me regarde et me dit, vous savez, on aime vous embellir, mais avant tout, je suis médecin. Et elle a dit, je pense que c'est un cancer que vous avez là, sur votre visage. Et j'ai dit, vraiment? Elle a demandé, cela vous dérangerait si je faisais une biopsie maintenant? Et tout de suite, j'ai remarqué comment ma formation, qui m'a appris que nous sommes plus que ces histoires, a pris le dessus parce que j'ai tout de suite pensé à la phrase que j'enseigne à tout le monde. N'est-ce pas intéressant? Et je n'ai jamais pleuré, je n'ai jamais vacillé, je n'ai jamais dit « Oh mon Dieu ». Puis elle a commencé à me montrer des photos de ce qui allait se passer parce qu'elle a dit « Je suis sûre à 99% que c'est un cancer ». Avant que j'oublie, ce n'était qu'une petite bosse blanche. C'était ça, j'ai dit, mais je pensais que tous les cancers étaient noirs et avaient une forme bizarre. Elle m'a dit non, le carcinome basocellulaire, qui heureusement est le moins invasif et qui a le meilleur pronostic. Elle m'a dit que ça ressemble à de petites bosses et m'a montré des photos. J'ai reconnu tout de suite, c'est exactement ça. Mais quand elle m'a montré les photos de l'opération, il y a littéralement 6 jours, ils m'ont enlevé une portion de peau de la taille d'une pièce de 10 centimes juste ici sur mon visage. Et puis, ils ont coupé ici tout le long jusqu'ici et ils ont tout rassemblé. Donc, j'ai un petit pansement dessus. Mais à travers tout cela, j'ai simplement fait confiance aux personnes qui s'occupèrent de moi et à l'esprit qui m'aiderait à traverser cette épreuve. Et c'était vraiment enflé et couvert de bleu pendant quelques jours après. Mais maintenant, j'ai juste un petit pansement là. Et donc, je pense vraiment que c'était la volonté de Dieu que je sois envoyée chez ce merveilleux médecin qui a vraiment bien su réparer ça après. Mais aussi pour m'aider à dire à tout le monde qu'il faut vraiment se faire examiner régulièrement parce que j'ai eu ce problème pendant des années. J'ai reçu des soins du visage et des esthéticiennes disaient « Vous avez des points blancs ». En réalité, c'était un cancer. Eh bien, nous sommes heureuses que vous l'ayez détecté, et il semble que vous l'ayez détecté avant qu'il ne progresse. Et nous vous souhaitons évidemment un bon rétablissement. Évidemment, parfois les gens ont des soucis de santé, et dans bien des cas, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait, n'est-ce pas? Et je me demande si vous pouvez parler de ce qu'est une relation avec l'esprit qui peut gérer aussi bien quand les choses vont bien que quand elles ne vont pas. Oh, c'est cette connaissance qui vient du fait d'établir une connexion consciente avec une réalité supérieure, même si on ne voit jamais ces êtres qui nous aident. Je ne savais même pas qu'ils étaient là pendant la majeure partie de ma vie. Mais une fois que je me suis assise en silence chaque jour, en essayant de me connecter avec ma belle-fille qui était décédée il y a 20 ans et que j'ai réalisé que nous sommes soutenus par des êtres aimants qui prouvent leur présence encore et encore si on leur demande et si on joue avec eux, ça a tout changé. J'ai eu des moments où je ne pleurais pas par peur ou en me demandant pourquoi cela m'arrivait, mais je suis devenue très émotive cette dernière semaine avec ce sentiment d'être portée et soutenue et de savoir que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Et c'est comme lorsque mon mari a reçu un appel téléphonique du médecin en août dernier qui lui a dit « Vous avez une leucémie ». Et on s'est juste dit « D'accord, c'est parti ». Ce n'était pas la panique totale, comme on disait dans la marine. C'était juste « c'est la vie ». La vie, c'est comme des montagnes russes. Ça monte et ça descend. Et quand on apprend à suivre le mouvement et à ne pas nier ce qui se passe, ce qui est là, maintenant on peut se connecter à cette guidance qui est toujours présente. Oui, c'est incroyablement réconfortant. Parlez-nous de cette guidance. Les gens recherchent l'intuition et souhaitent se sentir connectés. Et pourtant, très souvent, nous restons coincés dans le domaine matérialiste où nous faisons un test, où nous voyons un signe. D'une manière ou d'une autre, on se fait rejeter. On est arrêté dans le monde matériel et c'est tout. Explique-nous ce qui est disponible et comment cela peut nous aider. Voilà le problème. On reste coincé dans ce que j'appelle l'histoire. C'est le récit que nous considérons comme notre seul état d'être, le seul aspect de nous-mêmes, notre seule identité, toi avec un nom. Mais nous réalisons que nous sommes avant tout des âmes et que cette âme a ce lien permanent.
L'âme est toujours présente, mais le problème, c'est que notre système nerveux fait obstacle. Et je n'ai pas seulement eu ce problème avec l'opération, mais j'ai aussi eu un souci respiratoire pendant 2 semaines et je me suis sentie tellement déconnectée du monde spirituel. C'est seulement hier et aujourd'hui que je sens vraiment, oh, je suis de retour. Ce n'est pas qu'ils sont revenus, vos guides ne vont nulle part. Mais quand votre attention se rétrécit par nécessité, parce que vous devez vous concentrer sur des défis physiques ou la douleur ou un problème avec quelqu'un dans votre vie, vous n'avez pas le temps de vous ouvrir et de vraiment ressentir la présence spirituelle. Donc c'est ça le défi pour la plupart des gens. Ils sont pris dans les défis quotidiens et le drame d'être humain. Et peut-être que vous n'avez pas eu le temps ou pris le temps d'entraîner votre système nerveux à ralentir, à être calme, puis à poser une intention claire pour expérimenter des états de conscience élargis. C'est ainsi que nous établissons la connexion. Je ne pouvais pas établir cette connexion parce que j'étais mal à l'aise et distraite. Mais maintenant que les choses se calment, oh, c'est comme, ah, j'ai ce petit tic à la lèvre. Quand mes guides se connectent vraiment, je ne peux pas le provoquer, mais c'est arrivé ce matin. C'est presque comme, oh, vous voilà. Et ils disent, nous ne sommes jamais partis. Vous voilà. Je veux poursuivre cette idée pendant 1 minute. Parce que, encore une fois, pour les personnes qui n'ont pas cette expérience de se recentrer, de retrouver cette connexion spirituelle et qui sont simplement en train de la chercher, je veux établir le cadre logique qui dit que cela existe. D'accord ? Parlez-nous un peu de la structure en coulisses à laquelle nous avons tous accès, mais que nous n'avons peut-être pas encore exploitée, juste pour que nous puissions comprendre avec notre esprit logique quelle est l'infrastructure ici. D'accord, j'aime beaucoup les analogies. Donc, ma préférée, c'est d'imaginer un aquarium qui n'est qu'un aspect de ce grand océan. C'est comme une sorte de frontière à l'intérieur de l'océan. Et donc, à la surface, il peut y avoir beaucoup de vagues. Et à mesure que tu descends plus profondément dans cet océan, dans ce très grand aquarium, les vagues s'apaisent. Et tout au fond, c'est complètement calme. Nous sommes toutes des vagues dans cet océan. C'est une analogie spirituelle très courante, mais tellement pratique parce que quand tu es dans les vagues, tu ne peux pas ressentir le calme. Mais quand tu t'assois et que tout ce qu'il faut, c'est 1 à 3 minutes par jour, Jonathan, 1 à 3 minutes par jour à respirer lentement et à dire « je veux me connecter à ce calme ». Et tu peux littéralement t'imaginer en train de couler sous les vagues. Tu découvres qu'il y a un calme et qu'il est juste là parce que tu es ce calme. Et ces couches plus profondes, elles sont comme des couches thermiques, n'est-ce pas? C'est là que nous rencontrons des guides et de l'aide qui se présentent sous forme de conseils, d'intuition et de sensations de réconfort et de paix. Mais il faut vraiment faire l'effort, 1 à 3 minutes par jour. Je ne parle pas d'heures de méditation, mais prenez l'habitude de vous poser, de vous installer littéralement dans le calme. Et dans cet espace où il y a plus de calme, plus d'informations sont disponibles, plus de conseils sont disponibles. Si vous rencontrez un obstacle dans le monde matériel, cela ne signifie pas forcément que vous n'avez plus d'options. Vous pouvez commencer à le contourner. Vous pouvez vous dire « Attendez, ce qu'on me dit n'est peut-être pas toute l'histoire. Il y a peut-être autre chose ici. » Ainsi, vous pourrez peut-être vous orienter parmi les options. Est-ce juste ? C'est ça. Parce qu'une analogie encore plus forte, oubliez l'aquarium, soyez simplement l'océan. Nous sommes la vague dans l'océan. Parce qu'on ne peut pas séparer la vague de l'océan. C'est la même chose. C'est la conscience. Imaginez-nous comme une forme au sein de l'océan. Et j'aime dire que c'est comme un tourbillon, un remous. Et cette forme, c'est celle de l'ensemble de vos expériences de vie. Mais tout l'océan porte toutes les expériences de chaque être qui existe ou qui a existé. Donc, toute cette guidance est accessible en entrant en résonance avec d'autres motifs, une correspondance. Maintenant, je vais faire Maïm pendant un moment. Je sais qu'elle veut dire quelque chose, mais je vais simplement dire à sa place ce que je l'entends parfois dire après qu'on ait parlé de cette analogie. Nous parlons des esprits et des guides. Elle dira « Je m'assois pendant 3 minutes et tout ce que j'entends, ce sont des paroles de chansons dans ma tête.
Je ne descends pas plus bas. Peux-tu parler à la personne qui a le mental agité? Oui, Peut-être directement à Maïm pour lui demander qu'est-ce que cela signifie si tu as l'impression d'avoir essayé de te calmer et que tu ne retrouves pas ce que décrit cette métaphore dont nous avons parlé. Tu n'accèdes pas à cet autre espace. C'est en quelque sorte l'un des défis que beaucoup d'entre nous rencontrent. Tu sais, c'est que je ne... Enfin, je comprends cette idée, mais c'est un muscle qui est très difficile à exercer. Et j'aime vraiment ce que tu as dit, que ton système nerveux est vraiment la seule chose qui se dresse entre toi et ta connexion spirituelle. c'est vrai, parce qu'une fois que nous n'avons plus de système nerveux, c'est-à-dire que le corps est mort, alors nous sommes dans la conscience de l'âme, qui est déjà présente ici de toute façon, mais qui devient entièrement notre conscience. C'est notre état naturel. Et nous sommes conscients de qui nous sommes et que nous sommes tous connectés. Mais pour répondre à votre question, quand vous dites « je n'arrive pas à calmer mon esprit », je dis « bon courage avec ça parce que vous avez raison ». Vous ne pouvez jamais complètement calmer votre esprit. Et c'est l'une des plus grandes erreurs que les gens font en méditation. Essayer de calmer leur esprit. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le processus consiste à poser l'intention de savourer et d'expérimenter le calme entre les paroles de la chanson, entre les pensées. Donc, c'est vraiment plus comme une pratique. C'est un non-agir, mais la partie active consiste simplement à remarquer. Donc ici, je vais m'asseoir pendant 1 minute et je vais simplement apprécier le calme et remarquer ce qui se présente. Donc, je me calme et je me dis, ah oui, il y a cette chanson qui passait à la radio. Et tu te dis simplement, noter, puis tu la laisses partir. Et tu reviens à, oh, il y a un moment de silence. Oh, ça aussi, c'était une pensée. Noter. Et puis tu reviens. Et il y a eu comme 2 secondes de silence. Et ça faisait vraiment du bien. Et puis la pensée surgit. Est-ce que je fais ça correctement? C'était une pensée. Tu la laisses partir. Maintenant, passons de l'analogie de l'océan à celle du ciel bleu. Toutes ces choses, sensations, pensées et émotions, toutes ces choses qui surgissent sont les nuages dans le ciel. Et ils seront toujours là. Mais tu remarques simplement, oh, il y a un nuage, et tu le laisses passer. Ce qui est génial avec ça, c'est pourquoi faisons-nous cela? Parce que nous voulons accéder à une guidance supérieure. Nous voulons le réconfort, la paix et la clarté qui viennent du fait de mettre l'histoire de côté. Donc, lorsque vous faites cela, de temps en temps, quelque chose qui n'est pas un nuage ordinaire apparaît. Vous vous demandez alors, qu'était-ce? Et ensuite, vous pouvez vraiment vous demander, pourquoi est-ce que je viens de voir ça? Ou pourquoi est-ce que je viens d'entendre ça? Puis vous vous taisez et vous réalisez, oh là là, c'était la réponse à cette énigme que j'avais. Ou bien c'est un très bon conseil, même si c'est évident, ça ne m'était pas venu à l'esprit. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça remonte à la surface. Ça se démarque du reste. C'est une explication intéressante que nous n'avions pas eue avant. Nous avons entendu des gens parler d'entendre une voix et de l'emplacement de cette voix. Nous avons entendu parler des médiums, mais le fait que l'intuition quotidienne puisse apparaître simplement comme une pensée, avec une caractéristique légèrement différente, n'a pas été pleinement décrit auparavant. Eh bien, dans mon nouveau livre, Always Connected, j'ai ces conversations avec ce que j'appelle Joy, avec un J majuscule. Joy est l'océan. C'est la partie la plus profonde de l'océan que j'ai atteinte. L'appeler Dieu? Non, cela impliquerait trop. Je l'appelle simplement Joy. Mais dans ces conversations, c'est fascinant parce que cela nous ramène directement au fait que toi, tes guides, tes proches disparus et tout le monde, vous êtes tous Joy. Si nous sommes tous des vagues dans le même océan, nous ne faisons que parler à différents niveaux de ce même être. Ce n'est pas une personne, c'est un état de conscience. Et donc, lorsque tu plonges dans le calme et que quelque chose ressort, est-ce que ce sont tes pensées, ça? Ce sont les pensées de l'océan et les tiennes aussi. Tu viens de mentionner le terme. Guide ou guide spirituel ainsi que des proches décédés. Et quand tu penses à un médium ou à quelqu'un qui canalise une personne de l'au-delà, c'est une voix très spécifique. Comment fais-tu la différence entre un guide, quelqu'un qui est peut-être décédé, et ta propre intuition
qui pourraient être liées à ton moi supérieur. Peux-tu poursuivre en expliquant cette architecture telle que tu la comprends? Alors, comment fais-tu la différence entre ta mère, ton père et un frère ou une sœur? On les ressent différemment. Ils ont des façons de parler différentes. Ils apparaissent différemment. Même si tu ne pouvais pas les voir, tu sentirais qui est dans la pièce. Donc, une médium pose l'intention de se connecter avec les proches décédés de quelqu'un. Et même si tu ne les as jamais rencontrés, tu peux ressentir une personnalité distincte. Je ne vois pas les proches des gens quand je me connecte à eux, mais alors là, je les ressens tellement que je peux les décrire jusque dans les moindres nuances, leur goût et leur dégoût. Et puis, ils partagent des souvenirs, des goûts et des dégoûts qui leur sont propres. On les ressent comme de vraies personnes. Ils parlent comme des gens. Ils partagent des choses que seuls leurs proches pourraient connaître. Donc là, on parle des proches décédés. Mais avec les guides, quand je fais une séance pour quelqu'un et qu'il a demandé à parler soit à ses proches, soit à ses guides, c'est très intéressant de voir comment j'ai développé un système pour m'aider à savoir quand j'ai affaire à un guide. Je me sens littéralement tirée vers le haut, à un angle plus élevé, et je n'ai absolument aucune perception d'une personnalité. Mais ils commencent à me dire des choses sur ma cliente qui sont généralement très justes. Et j'adore quand la cliente me dit « Oh, c'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. » Et elle ne m'a même pas dit ce qu'elle voulait savoir. Donc pour moi, il y a un manque de personnalité chez les guides, mais il y a une profondeur de sagesse et de connaissance qui est unique. Et ça, c'est un niveau plus profond. Quelles sont les meilleures explications que vous pouvez donner pour expliquer qui sont les guides spirituels? Par exemple, sont-ils des anges, comme le croient de nombreuses traditions? Qu'est-ce qu'un ange dans ce cas? Et quelles sont les autres options pour ce genre d'équipe dont beaucoup de gens parlent, vous savez, celle qui les soutient? Oui, gardons l'analogie de l'océan et des couches thermiques. Il n'y a pas vraiment de séparation entre elles. Donc les anges, et cela me semble bien, cela me paraît juste, cette explication que j'ai reçue de l'esprit, de la conscience supérieure, serait à un niveau inférieur, une couche inférieure, et ils sont capables de raisonner avec plus d'entre nous. Ils sont capables de s'accorder à notre fréquence, de se manifester et de nous influencer. Donc les anges sont des aspects de la conscience. Nous sommes des aspects de la conscience avec une influence plus grande que celle que nous avons ici, capables de nous transmettre des conseils pour nous influencer de manière positive. Donc, je ne parle pas d'eux en termes de forme, mais d'influence et de sagesse. Vous avez les 5 principales choses que les gens comprennent mal à propos de la connexion avec l'esprit. Et je pense que c'est très pratique parce que beaucoup de gens pensent soit qu'ils ne peuvent pas se connecter à l'esprit, soit qu'ils ont l'impression de ne pas le comprendre, ou bien ils pensent que se connecter avec l'esprit va résoudre tous leurs problèmes. Ils ne vont jamais rencontrer de problème. Ils n'auront jamais de pneus crevés parce que si cela arrivait, l'esprit les aurait guidés loin de la route où il y avait le clou. Et tu sais, ils vont être sauvés d'une manière ou d'une autre. Peux-tu nous aider à remettre cela en perspective dans une approche pratique de la façon dont l'esprit peut jouer un rôle dans nos vies? Eh bien, nous sommes Joy, venus ici pour pleinement nous connaître à travers toutes les expériences possibles. Donc, il n'aurait aucun sens que nos guides nous donnent tout ce que nous pensons avoir besoin, qu'ils ne nous offrent que des choses agréables. Où serait l'expérience là-dedans? Ils ne sont pas là pour soulager notre souffrance, mais pour nous aider à apprendre grâce à la souffrance qui découle naturellement du fait d'être humain. Je ne sais plus si je l'ai mentionné à la dernière interview, mais j'en parle souvent car c'est très utile. J'ai ce panneau sur mon mur où je le vois, on ne peut pas arrêter les vagues. C'est la vie. Mais tu peux apprendre à surfer. Alors on vient ici pour apprendre à devenir des maîtres du surf et à ne pas perdre pied quand tout part en vrille, n'est-ce pas? Pour simplement dire « Tiens, c'est intéressant » et se tourner vers les guides en disant « Eh bien, je ne m'attendais pas à ça ». Quelle est la meilleure réaction? Maintenant, on écoute. Nous avons récemment déménagé d'un bout à l'autre du pays et tout se passait tellement bien. C'est une façon de savoir que vous écoutez. Les choses se mettent en place si rapidement. Mais tout, une fois
La vente de l'ancienne maison devait se faire au bon moment pour l'achat de la nouvelle maison et tout ça, tout allait bien jusqu'à ce qu'il y ait un gros problème juste à la fin qui aurait pu faire échouer la dernière étape. Et oh, les personnes impliquées ont commencé à se disputer, les acheteurs, les vendeurs, les agents immobiliers et tout le monde. Et j'ai ressenti cette tension et j'ai failli me laisser emporter. Et je me suis mise en retrait et j'ai dit, Esprit, qu'est-ce qu'on fait ici? Et ils m'ont donné une réponse tellement inattendue. Et je suis revenue et j'ai suggéré cela à l'agente immobilière. Et elle a fait, Waouh, je n'y avais jamais pensé. Et ça a tout résolu et moi non plus, je n'y aurais jamais pensé. Mais c'est quand on prend l'habitude de réaliser que nous nous enfermons dans ces cases, dans nos rôles humains. Mais quand on s'arrête, vous savez, j'aurais pu dire que j'ai eu cette idée géniale et que ça a tout changé. Je ne m'en attribue aucun mérite. Le seul mérite que je m'attribue, c'est d'en avoir eu conscience. Je risque de m'impliquer dans cette confrontation et ça pourrait mal tourner. Je ne veux plus y aller. Et je me suis simplement écartée en me demandant qu'est-ce qu'on fait ici? Et ce n'est pas toujours immédiat, mais là, tout à coup, j'ai eu comme un déclic. Waouh! Ça demande la volonté de rester un moment dans l'inconnu. Oh, ah oui. C'est ça, tu vois, c'est... J'adore étudier Maïm, bien sûr, toi aussi, la neuroscience de tout ça. Et l'hémisphère gauche du cerveau adore les réponses et la prévisibilité et il a besoin d'une conclusion claire. Le cerveau droit, lui, se laisse porter. Donc, plus vous pouvez atténuer cette tendance du cerveau gauche ou au moins la reconnaître et dire « Voyons ce que le cerveau droit va proposer ». Cela exige absolument une part d'inconnu. Mais plus vous faites cela, plus vous apprenez à faire confiance. Et cet inconnu, au lieu d'être effrayant, comporte ce grand élément de « Oh là là, comment cela va-t-il se passer ?» Vous avez abordé quelque chose qui est un peu un thème récurrent pour moi et Jonathan, cette notion d'école terrestre, n'est-ce pas? Que nous sommes envoyés ici ou que nous sommes plongés dans cette existence terrestre pour vivre certaines choses, pour apprendre certaines choses. Quel est le cadre que vous utilisez pour penser à nous-mêmes comme faisant partie de cette école terrestre? Pourquoi notre conscience a-t-elle été placée dans ces corps, ici et maintenant, pour que nous puissions interagir ici? Eh bien, nous faisons partie du développement continu de l'humanité. C'est un processus. Donc, nous sommes venus à cette époque en sachant, nous ne sommes plus dans l'enfance de l'humanité. Nous sommes plutôt dans l'adolescence parce que nous nous battons encore et nous ne comprenons pas tous. Et nous agissons encore souvent de façon assez enfantine, mais nous avons grandi. Alors, comme Joy, nous avons dit, revenons voir comment cela se passe cette fois. Ce ne sera pas facile car il y aura encore des dirigeants politiques qui ne comprennent pas. Et nous allons avoir simplement des factions tribales qui sont encore au stade adolescent. Mais n'est-ce pas intéressant que nous en venions simplement à réaliser qu'il existe une meilleure façon en prenant conscience que nous ne sommes pas seulement ces corps et ces systèmes nerveux. Et ça, avec le libre arbitre qui vient avec le fait d'être humain, c'est une inconnue, n'est-ce pas? Avec le libre arbitre, nous pouvons faire le choix de chercher cette meilleure voie. C'est une période excitante car plus de personnes en prennent conscience. Je l'appelle la voie de l'éveil. Vous savez, c'est une meilleure voie. Et donc, je dis toujours, que faites-vous quand le monde vous accable? Vous réalisez que ce n'est pas le seul monde. Et cette prise de conscience fait toute la différence. Nous pensons simplement que la surface des vagues est le seul monde. Si vous n'avez pas plongé et passé du temps au fond, tout en continuant à respirer, alors vous allez être ballotté encore et encore. Et cela devient vraiment épuisant. L'une des autres idées fausses que les gens ont à propos de la connexion avec l'esprit, c'est que, vous savez, nous savons que les blocages émotionnels, les difficultés physiques, la dérégulation du système nerveux peuvent bloquer la connexion à l'esprit. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui pourraient se dire « D'accord, ce n'est pas pour moi ». Comme si je n'arrive pas à calmer suffisamment mon esprit, ça veut dire que je traîne trop de bagages émotionnels et que je ne pourrai jamais me connecter. Ou, sur le continuum de la guérison, pouvez-vous nous aider à comprendre à quel point nous devons en être pour avoir une connexion solide avec l'esprit, même si nous avons l'impression d'être bloqués? Chaque être humain est unique. Et ton âme le savait en venant ici, tu savais que tu allais prendre un corps qui, de nos jours, porte l'étiquette de TDAH.
Et j'ai dit, eh bien ça c'est ta normalité, mais tu peux expérimenter une autre normalité simplement en t'entraînant. Peut-être que tu n'arriveras jamais à être comme un moine dans une grotte, n'est-ce pas? Mais tu peux apaiser cela et voir comment ça t'ouvre de nouvelles possibilités. Donc, te comparer aux autres ne va pas t'apporter grand-chose. Toi, en tant que Joy, tu es venu ici pour être toi-même. Alors, comment ça se passe pour toi? Si tu ressens de l'angoisse parce que tu n'arrives pas à calmer ça, c'est ton âme à l'intérieur qui te dit qu'il y a une meilleure façon. Je vais travailler avec toi. Et si tu es prête à identifier où, dans le flux de conscience qui te traverse, il y a une certaine densité, c'est c'est vraiment réparateur et libérateur. En août dernier, j'ai eu une hernie discale, un autre défi physique, la douleur la plus atroce que j'ai jamais ressentie et elle a duré des mois. Eh bien, ça a vraiment attiré mon attention. Mais j'ai aussi entendu parler de cette théorie selon laquelle, là où vous ressentez une douleur physique dans votre corps, il y a probablement une connexion plus profonde. Alors, je me suis dit, d'accord, juste là dans le bas du dos, mais pas seulement le dos. Et pourquoi pas devant? La plupart des gens ont des problèmes digestifs. La même zone du corps. Et donc, oui, tout en gérant le problème physique, en même temps, j'ai passé des heures à parler à mes guides en leur demandant qu'est-ce que je ne vois pas? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai consulté des guérisseurs énergétiques. C'était incroyable sans qu'on leur explique la situation. Et cette femme me dit, eh bien, tu as vraiment une énorme énergie bloquée juste ici au milieu de ton corps. Et j'ai réalisé, j'ai fini par comprendre que j'avais passé toute ma vie, comme la plupart d'entre nous, à me protéger. Nous ne nous sentons pas en sécurité dans ces corps. Et on m'a offert une mini-revue de vie sans que j'aie à mourir. Et on m'a montré tous ces moments de traumatisme dans ma vie. Chacune d'entre nous en a eu, je pensais les avoir gérés, mais j'étais toujours sur mes gardes. Je n'étais pas prête à simplement baisser la garde, à être complètement ouverte. J'ai participé à l'invasion du Panama par les États-Unis avec des balles sifflant près de moi. Et puis, ma belle-fille meurt. Ensuite, j'ai vécu le 11 septembre. J'étais juste là au Pentagone. Toutes ces choses-là, dans la marine, on apprend à encaisser. Eh bien, je pensais avoir géré tout ça, mais mon dos m'a montré que non. Et je grince des dents, n'est-ce pas? La nuit, il y a une partie du corps qui reçoit ces signaux subconscients qui disent qu'il n'est pas sûr d'être ouvert et détendu. Eh bien, wow! J'ai demandé à l'esprit de m'aider. J'ai vécu une expérience incroyable de libération en méditation avec beaucoup de sanglots et d'émotions que je n'exprime normalement pas. Mon dos est complètement guéri maintenant. Mais la plus grande différence, c'est que je suis tellement plus ouverte. Et la connexion avec l'esprit s'est améliorée. Donc, à ce niveau-là, si tu es prête à regarder où en toi tu pourrais être sur la défensive, beaucoup de gens protègent leur cœur. Beaucoup de gens n'osent pas dire leur vérité. Elles peuvent avoir des soucis de toux ou de gorge, tu sais. Mais les soucis digestifs et les maux de dos, rien ne cloche chez nous. Ce sont les conséquences d'être humain, d'entrer dans ces corps. Nous avons récemment entendu, vous savez, cette statistique selon laquelle plus de 50% des personnes qui consultent un médecin pour un problème physique souffrent en réalité de difficultés psychiques. Et cela se manifeste dans le corps. Oh, tout est lié. Oui, je trouve ça tellement intéressant. Et aussi, tu sais, entendre quelqu'un comme toi qui, depuis des décennies, a vécu cette vie incroyable, inspirée et inspirante, entendre que tu as été terrassé, n'est-ce pas, par une hernie discale, et cela nous rappelle tout ce que nous portons encore en nous. Je crois que je t'ai un peu idéalisé en pensant, elle a tout compris. Et elle était sceptique, puis elle a vécu cette situation incroyable, elle s'est éveillée et maintenant elle inspire des gens partout dans le monde. Mais en vérité, je pense que c'est incroyable. Et je pense que cela nous rend tous humbles d'entendre que tu reçois encore des rappels qu'il reste encore du travail à faire. Et même quand on pense avoir surmonté quelque chose, cela peut encore se manifester. Peux-tu en parler un peu? Oh oui, et le meilleur conseil que j'aimerais partager avec vous toutes, c'est de dire quand ces choses arrivent, n'est-ce pas intéressant?
Et vois-le comme une opportunité. Je veux dire, j'étais littéralement sous le choc. Je n'ai pas pu m'asseoir pendant 10 jours. Et je n'arrêtais pas de me dire, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas m'asseoir. Comment suis-je censé manger debout? Comment suis-je censé monter dans la voiture? M'allonger? Je veux dire, c'était juste, tout mon côté humain se disait, ce n'est pas possible. Mais mon esprit disait, si, ça l'est. Qu'est-ce que tu vas faire? Et pourtant, tu sais, jusqu'à ce moment-là, j'avais une connexion fantastique avec l'esprit. J'étais ravie. Et ça ne fait que s'améliorer parce que j'étais prête à suivre ce courant, à creuser et à dire que ce n'est pas seulement physique. C'est tout simplement un tout autre niveau. Mais surtout, Maïm et Jonathan, c'est un niveau de paix, d'amour et de connexion. Ce n'est pas tant que j'obtiens des preuves encore plus fortes, mais je reçois des niveaux supplémentaires formidables. Mais quand les personnes qui suivent ton travail disent que tu es d'une certaine manière plus douce ou tu sais qu'il y a une énergie différente chez toi, oh, c'est magnifique. J'ai récemment eu un tour de rein, ce que mon corps aime faire de temps en temps, tu sais. Et tu sais, c'est essayer de ne pas ressentir de la rage contre l'univers et de ne pas se sentir trahi par son propre corps, tout en essayant de comprendre quel est le message derrière tout ça. Mon dos m'a lâché pendant cette énorme tempête de neige et j'étais coincé sur la côte Est. Et quand j'ai su que je pourrais être coincé sur la côte Est à cause de la tempête, je me suis dit, j'adore la neige. J'adore le temps froid. Je ne voudrais rien de plus que de descendre la colline en luge. Je ne voudrais rien de plus que de faire un bonhomme de neige. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'étais pas capable de monter et descendre les escaliers sans être à quatre pattes. Et j'ai regardé la tempête depuis une belle baie vitrée pendant que les gens s'amusaient et que les chiens jouaient. Et vous savez, honnêtement, je me suis vraiment demandé, quel est le message ici? Bien, bien, oui. D'accord. Et la petite voix négative à l'intérieur disait, tu ne peux rien avoir de ce que tu aimes. Eh bien, au lieu de dire pourquoi moi, tu dis n'est-ce pas intéressant? Pourquoi cela se produit-il? C'est un changement énorme parce que le pourquoi moi est un état d'esprit de victime qui entraîne des critiques et de la colère supplémentaires. La haine de soi, le dégoût de soi. Je veux dire, il y a eu un moment où j'étais littéralement recroquevillée en boule par terre, en position fétale, et je pleurais de douleur. Et puis j'ai cherché en ligne pourquoi on fait ça, et j'ai découvert que même les animaux sauvages le font. C'est une mesure d'autoprotection. Et je n'ai pas perdu espoir. Mais quand on lit combien de temps il faut pour surmonter ces choses-là, c'était décourageant. Mais je n'ai pas perdu espoir. Et j'ai juste continué à apprendre des choses chaque jour. Chaque jour. Alors, M, si tu voyageais dans le temps. J'appellerai Suzanne Gazman et je lui dirai « Je suis recroquevillée en position fétale, je pleure et je n'arrive pas à entendre ce que l'esprit veut que je sache. » Il n'y a aucune chance que tu puisses l'entendre à ce moment-là. Il y a, tu sais, une prière très célèbre en hébreu et elle dit que depuis l'endroit le plus étroit et le plus sombre, je crie, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a dans les endroits les plus sombres qui rend la connexion si difficile? Oui, c'est le système nerveux. Encore une fois, tu n'as qu'une capacité limitée quand tu es dans un corps et elle est concentrée sur la partie qui souffre. Et c'est ce que j'ai appris. Le tout premier truc, c'était d'apprendre à respirer et à me détendre parce qu'on se crispe. Et quand tu es contracté, c'est exactement l'opposé de l'ouverture dont on a besoin pour se connecter à l'esprit. J'utilise les mots contracté et ouverte, mais en réalité, les termes scientifiques seraient cohérente et incohérente. Donc, nous avons besoin de l'état de cohérence le plus élevé pour ressentir l'esprit. J'ai vérifié pendant que tu parlais. J'ai fait une déclaration très concrète. Il n'y a aucune chance que tu ressentes l'esprit quand tu es comme ça. Au summum de la douleur, c'est une affirmation exacte, mais il existe différents niveaux de connexion. Et c'est là que, si tu es prête à avoir quelques instants de calme chaque jour, tu peux réaliser que c'est toujours là. Ça ne disparaîtra pas. Donc, c'est tellement réconfortant. C'est intéressant parce que ça me rappelle, tu sais, l'une des choses les plus naturelles que le corps féminin puisse faire, c'est-à-dire donner naissance.
Et c'est exactement ce qu'on nous dit, à nous qui aimons l'accouchement naturel et croyons en ses principes. Tu sais, on nous dit qu'un corps détendu laisse sortir le bébé, alors qu'un corps tendu et effrayé va le retenir, n'est-ce pas? Et juste cette idée que, tu vois, c'est une connexion divine de pouvoir dire, je peux me détendre au cœur même de cet inconfort. Parce que c'est le processus, et au bout de ce processus, il y a la liberté, n'est-ce pas? C'est vrai, et on oublie la douleur, c'est un cadeau de l'esprit. J'ai dit à mon mari que, heureusement, on oublie la douleur, comme pour l'accouchement. Sinon, aucune femme ne voudrait un deuxième enfant. Mon mari, qui a actuellement le même problème respiratoire que moi, a dit que pour un homme, c'est comme l'accouchement. Désolé, Jonathan. Si nous revenions en arrière, pourrions-nous rétroactivement mettre M dans la situation pour recevoir un message du monde spirituel à propos de ce qui se passait avec son dos? Tu sais, parce que ce que je suggère, c'est que ton approche, c'est pourquoi cela arrive-t-il? Oh, il n'est jamais trop tard. Parce que si tu n'as pas creusé ça à l'époque, Maïm, il est très probable que ton dos continue à te faire souffrir. Désolé. Ouais. Non, mais sérieusement, c'est très probablement le dos, le fait de ne pas se sentir soutenu. Rien contre Jonathan. Je n'étais pas là, c'est ça le gros problème. Non, mais c'est quelque chose qui dure. Tu sais, ça s'accumule. Ne pas se sentir soutenu et se sentir trop sur la défensive et être sur la défensive là-bas. Donc, encore une fois, il n'y a rien de mal à ça. C'est ce pourquoi nous sommes programmés, nous protéger. Et dans ce monde humain, nous avons besoin de protection physique. Mais quand tu te mets sur la défensive, c'est drôle car je ne pouvais pas me laver les cheveux avec un gros pansement sur le visage la semaine dernière. Donc, je suis allée dans un salon pour me faire laver les cheveux et j'avais ce gros truc énorme juste ici. Et c'est vraiment drôle parce que les gens jettent un coup d'œil puis détournent tout de suite le regard, n'est-ce pas? C'est cette façon de se protéger. D'abord, il y a de la curiosité. Pourquoi il ressemble à ça? Mais ensuite, il y a en partie, je ne veux pas l'embarrasser, mais oh mon Dieu, Dieu merci, ce n'est pas moi. C'est vrai. Et donc, on passe notre temps toujours à nous protéger. Pense à ce que tu ressens en fait. Ce va-et-vient entre vouloir rencontrer quelqu'un mais craindre qu'il ne t'apprécie pas. Cette chose humaine tout le temps. C'est pourquoi la voie de l'éveil consiste à réaliser que je ne suis pas seulement humaine. Quand je suis entrée dans le salon, j'ai croisé le regard des gens et j'ai souri. Et c'était stupéfiant. J'étais dans la conscience de l'âme. Je voulais délibérément voir ce qui se passerait si mon âme rayonnait sur eux. Et ils commencent à détourner le regard, puis ils se disent « Oh, elle sourit !» et ils me rendent mon sourire. C'était tellement génial de vivre à partir de cette conscience de l'âme. C'est libérateur. Suzanne, revenons sur 5 idées fausses que les gens ont. Je vais t'en lire quelques-unes et tu pourras nous donner un peu de contexte. La première idée fausse, c'est que les gens pensent que entrer en contact avec le monde spirituel ne compte que si tu entends une voix très clairement ou si tu vois une apparition. Dis-nous pourquoi c'est faux. Parce que nous partageons tous le même océan de conscience. L'esprit nous inspire par des pensées. Et parfois, ce n'est qu'après coup que nous réalisons que cette pensée nous a été donnée. Pourquoi as-tu pris cette route à ce moment-là? Et voilà, cela t'a amené exactement là où tu devais être. Pourquoi as-tu mis cette chanson à ce moment précis? Et cette chanson jouait avec des paroles qui répondaient à une question que tu avais posée parce que tu as été inspiré à le faire. Tu n'es pas seul. Ce n'est qu'un exemple. C'est donc parfait. Et je veux approfondir un peu ce sujet. Maïm me dit parfois, quand je dis que je le ressens, que j'ai l'impression de percevoir quelque chose intuitivement. Elle va dire « Tu n'es pas simplement en train d'y penser ?» Et c'est là que je dis, oui, alors qui es-tu? Tu es Jonathan et cette âme est Joy, jouant ce rôle de Jonathan. C'est comme si les aspects supérieurs de toi étaient venus à la conscience. Nous sommes tous la conscience elle-même. La deuxième idée fausse, c'est que seuls les médiums ou intuitifs, formés ou doués, peuvent se connecter directement. Ces connexions se produisent souvent spontanément et ensuite nous en doutons. Mais notre cœur, c'est « Oh mon Dieu, c'est mon proche ».
Et vous n'avez pas besoin de net médium, j'en suis la preuve ici même, pour développer une connexion plus claire. Donc, le mot formation est un peu délicat ici parce que la formation nous aide vraiment. Mais il existe d'innombrables cas documentés de personnes qui ont vu leurs proches au bout de leur lit ou qui ont eu une visite qu'elles ne peuvent pas nier, vu un proche debout dans le couloir et vécu des choses que j'appelle des MOM, des moments sans autre explication. Donc cela arrive parce que nous sommes tous connectés et parce que les autres dimensions, les autres états d'être s'entremêlent avec le nôtre. Et parfois, le système nerveux s'ouvre suffisamment pour que nous percevions cela sans nos sens physiques. La prochaine idée reçue est que la communication spirituelle s'estompe avec le temps ou qu'elle nous quitte pendant certaines périodes de notre vie. Cela peut s'estomper. La présence, la conscience d'un être cher ou les signes qu'il nous envoie peuvent diminuer parce que nous n'en avons plus besoin. J'ai tellement confiance en la présence de ma belle-fille, Suzanne, que je n'ai pas besoin de ces signes. Je me connecte à elle de temps en temps et elle est présente immédiatement parce que nous sommes en résonance l'une avec l'autre dans un état de cohérence. C'est ce dont vous avez besoin de la part de votre être cher. Vous devez être dans un état de cohérence. Leur chant doit être cohérent et alors vous pouvez vous connecter de cette façon. Mais pourquoi cela s'estomperait-il? Tout simplement parce que vous ne maintenez plus cette intention. Vous ne portez plus votre attention sur eux, mais ils ne sont allés nulle part. Il n'y a nulle part où aller, seulement cette mer à laquelle nous appartenons tous. Une autre idée fausse est qu'il faut d'abord être totalement guéri, ce qui me fait sourire, car que signifie vraiment complètement? En réalité, c'est un processus en cours. Le système nerveux a évidemment besoin d'une certaine régulation pour être suffisamment ouvert, mais il n'existe pas de guérison complète. Donc, on va passer à la dernière, le numéro 5. Les signes s'arrêtent une fois que vous les remarquez. C'est certainement une idée reçue. Oh oui. En fait, ils augmentent une fois que vous les remarquez, parce que maintenant vous réalisez, vous vous ouvrez aux merveilleuses possibilités que la conscience peut offrir grâce à cette connexion. Et vous remarquez quand vous voyez simplement un signe dans le passage d'un papillon, eh bien chaque papillon ne sera pas forcément un signe de votre proche. Absolument pas. Mais vous le remarquez si ce papillon se pose sur votre main et y reste pendant 1 heure alors que vous pensiez à votre proche. Il y a une différence et vous la ressentez dans votre cœur. Et je sais que nous encourageons ceux qui sont de l'autre côté du voile, comme « Oh, ils remarquent enfin que c'est moi ». Ils ne pensent plus simplement qu'ils l'inventent. Intensifions un peu. C'est aussi un point intéressant parce que certaines critiques venant de personnes très logiques et rationnelles diront que ceux qui cherchent des signes leur donnent trop de signification. Comme chaque fois que l'horloge affiche 2h22, tu attends juste qu'il soit 2h22. Tu as vérifié l'heure 6 fois entre 2h19 et 2h22 juste pour pouvoir dire « Oh, il y a 3 chiffres magiques ». Peux-tu parler de la bonne manière de prêter attention aux signes que nous recevons? Ça va ressembler au parcours du deuil. C'est différent pour chacun. Et bien sûr, on peut trop facilement interpréter les choses comme des signes. Donc, en réalité, il n'y a pas de baromètre pour ça. La vraie question, c'est est-ce que cela aide cette personne? Est-ce qu'elle est plus en paix maintenant? Est-ce que cela l'aide dans son parcours de deuil? Est-ce que cela les aide à se sentir connectés à leurs proches? Je sais que certains de ces signes sont vraiment des liens directs avec un être cher. Donc peut-être que certains ne le sont pas, mais comparez cela à quelqu'un qui dit que tout ça, c'est des bêtises. Tu vois? Je choisirai toujours la guérison. L'une des choses que, tu sais, les sceptiques nous demandent souvent, et je pense qu'on aimerait beaucoup avoir ton avis là-dessus, c'est si les gens peuvent apprendre, n'est-ce pas, à accéder à d'autres niveaux de conscience qui nous permettent de communiquer avec des personnes décédées ou d'entrer en contact avec nos guides spirituels. Pourquoi ne pouvons-nous pas aussi utiliser ces outils pour résoudre des crimes, choisir les numéros de la loterie? Tu vois? Oh là là! Oui, pourquoi ne peut-on pas faire ça? Si tu peux en enseigner une partie, pourquoi pas toute la magie? Oui, exactement. Quand j'ai découvert la médiumnité en ayant une bonne séance, quand ma belle-fille s'est manifestée, j'ai écrit la biographie d'une merveilleuse médium nommée Anne Gaiman.
Le livre s'appelle The Priest and the Medium. Je l'ai écrit avant de réaliser que je deviendrais moi-même médium. Certains se demandent si je suis mariée à un prêtre, mais non. Mais Anne, quand son futur mari, Wayne Noel, a découvert qu'elle avait vraiment un don psychique, il s'est arrêté, est entré dans une supérette et a acheté tout un tas de billets de loterie. Et ils n'ont rien gagné du tout. Et je ne crois pas qu'elle ait expliqué dans cette histoire pourquoi elle n'a pas gagné. J'ai juste accepté que ça ne marche pas comme ça. Et Anne était douée pour les affaires de personnes disparues, mais pas exceptionnelles. Elle et Wayne sont tous les deux décédés. Alors j'ai simplement accepté qu'on obtienne certains types d'informations et pas d'autres, jusqu'à ce qu'une affaire récente de disparition fasse la une des journaux et continue d'en faire. J'habite près de l'endroit où la personne a disparu. Et plusieurs personnes qui suivent de mon travail m'ont contacté et m'ont dit « Suzanne, tu ne peux pas découvrir où elle est? Pourquoi ne demandes-tu pas à tes guides si tu ne peux pas? » Et je savais déjà que je ne pouvais pas. Je me suis connectée et j'ai ressenti quelque chose, mais je ne partagerai même pas ce que j'ai ressenti. Pourquoi pas? Parce que voilà pourquoi. Il y a une voyante très célèbre, aujourd'hui décédée, qui est passée à la télévision. Je vais vous en parler. Elle s'appelait Sylvia Brown, c'est bien documenté. Et cette femme est allée à l'émission avec elle, l'émission de Montel Williams, et voulait savoir où se trouvait sa fille disparue. Et Sylvia s'est connectée et a dit « Oh ma chérie, je suis désolée, elle est morte. » Donc cette mère a souffert et est décédée 2 ans plus tard. Pendant ce temps, 8 ans plus tard, sa fille, qui avait été kidnappée, s'est échappée de l'endroit où elle était retenue. Et elle avait vu cette émission. Elle avait une télévision là où elle était retenue. Elle a vu tout le monde perdre espoir parce que cette voyante a dit « Désolée ma chérie, elle est morte. » Et donc, quand je me suis demandé pourquoi on n'y arrivait pas, j'ai vraiment creusé en profondeur. Comme je l'ai appris, et c'est vrai, si l'esprit, la personne avec qui vous essayez de vous connecter, qu'elle soit encore dans un corps ou non, donc vivante ou décédée, n'est pas dans un état cohérent. Et pouvez-vous imaginer si quelqu'un a été kidnappé ou assassiné? Dans les 2 cas, il est probable qu'il ne sache pas exactement où il se trouve. Ils ne vont pas être calmes. Un médium ou un voyant ne peut pas entrer en résonance avec eux. Et donc Sylvia Brown s'est connectée et n'a obtenu que le silence. Et pour un médium ou un voyant, le silence peut ressembler à la mort. Donc, j'ai ressenti quelque chose, mais je ne pouvais pas en être sûre. Donc, il est hors de question que je dise quoi que ce soit, parce que ma règle numéro 1, c'est de ne pas faire de mal. Tu sais, cette femme est morte. Heureusement, je sais que sans corps, elle a pu se relier à sa fille et sait de l'autre côté que sa fille va bien. Mais le mal que ça a causé? Alors je me suis lancée et j'ai dit, donc quelqu'un sait où se trouve cette personne. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous y connecter? Et j'ai vraiment compris maintenant l'importance de la cohérence, mais pas seulement chez le médium, chez toutes les personnes impliquées, parce que les informations que nous recueillons sont relationnelles. Ce n'est pas comme si nous puisions dans tout l'océan et que nous recueillions simplement des données. Nous nous connectons à des schémas. C'est un schéma, le mien, qui entre en résonance avec un autre schéma, un champ d'existence. Donc vous avez donc un lien tous les deux. Vous avez beaucoup de souvenirs en commun. Si l'un de vous était de l'autre côté du voile, j'entrerais en résonance avec vous deux. Et celui qui serait de l'autre côté du voile s'illuminerait, penserait à un souvenir. Et l'autre, comme un diapason, son champ s'illuminerait, mais vous ne le sauriez peut-être pas. Mais le médium capterait cela et pourrait alors partager « Oh, je perçois un souvenir parce que je vois ces images ». La résonance et la cohérence sont très importantes. Sans résonance, pas de communication. Nous ne transmettons pas d'informations. Nous sommes des diapasons qui résonnent. Nous ne recevons pas, nous résonnons. Ensuite, l'autre point vraiment essentiel, c'est que
Les données, les informations sont compressées lorsqu'elles passent par notre système nerveux. Donc, des détails comme cette personne se trouve à telle coordonnée, à tant de degrés nord, tant de degrés sud ou à 2,3 miles du virage à gauche sur la route 17 ne sont pas transmis par un système nerveux. Ce qui passe, ce sont des sensations, des images, des sentiments. Et j'ai vu que c'était vrai encore et encore, alors maintenant ça a enfin du sens pour moi. Si quelqu'un résonne, s'illumine pour moi, il y a un homme qui s'appelle John Smith, qui vivait au 1925 rue du Chêne. Que vais-je percevoir comme médium? Je ressens la présence d'un homme. Il y a un nom qui commence par un J ou un S parce que ce sont des informations précises. Et je vois un chiffre 5, mais pas le nombre entier. Et je vois une feuille de chêne. Je ne peux pas dire que c'est la rue du Chêne. Lors d'une lecture, l'information arrive ainsi avec des images et des noms comme rue du Chêne, rue de l'Orme, rue de l'Érable. Quelqu'un dit « ils habitaient rue de l'Érable » et je vois une feuille d'érable. On se dit alors « super, on a trouvé le nom de leur rue ». Oui, parce que la personne a reconnu ça. J'ai déjà eu le mot de passe de quelqu'un. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à me transmettre le nom de leur chien, Daisy. Eh bien sûr, ils ont une relation avec le chien. Il y a de l'amour pour le chien. Le client connaissait le chien. Donc, j'ai capté le nom Daisy. Et ils disent « Oh, c'est le chien. C'est le nom du chien. » Et c'est aussi leur mot de passe. Donc, je n'ai pas eu leur mot de passe. J'ai récupéré cette donnée relationnelle qui a été transmise. C'était le chien, un souvenir. C'est vraiment incroyable. Et je pense que, tu sais, ces deux exemples que tu as donnés, et je sais que ton parcours n'est pas forcément scientifique par rapport à ce que tu peux faire. Mais tu sais, ces deux notions, cette notion de résonance et cette compression des données, ces choses-là ont beaucoup de sens pour ceux d'entre vous qui pourraient être sceptiques ou qui essaient de comprendre cela. Donc l'idée, c'est que, et je ne sais pas si c'est vraiment une excuse, mais c'est une explication du pourquoi. Il y a de la complexité dans les choses auxquelles nous essayons d'accéder lorsque nous utilisons un médium ou que nous essayons d'entrer en contact avec des informations. Et je pense à des personnes comme Angela Ford, que nous avons reçues, vous savez, quelqu'un qui a été formé à la vision à distance. Formée à ces états méditatifs, elle a travaillé pour l'armée pendant des décennies. Et vous savez, l'idée que ce n'est pas aussi simple que des données qui flottent quelque part et que les médiums apprennent à lire ces données. Il doit y avoir une certaine forme de cohérence, une sorte de résonance, peu importe ce que cela signifie, sur le plan vibratoire, conceptuel ou émotionnel. Et aussi que les informations qui arrivent, et vous savez, nous avons parlé à la médium de Long Island, vous savez, Teresa Caputo. Et vous savez, elle est visiblement, vous savez, sur un autre plan quand elle vous parle. Et elle a dit qu'elle reçoit des goûts, des odeurs, et que tous ces symboles lui apparaissent. Et je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'aime bien votre explication. Je ne sais pas si je suis à 100% d'accord, parce que j'essaie encore de comprendre tout ça. Mais j'aime bien cette idée que, et si l'information qui arrive ne venait pas de la même manière que dans un laboratoire? Ou vous essayez de faire une expérience en double aveugle et de la soumettre à la rigueur de la méthode scientifique. C'est un type de données différent. Vous savez, l'exemple auquel j'ai pensé, et je ne sais pas si ça a du sens, mais si je vous disais que je crois au fait de tomber amoureuse et que votre réponse était « D'accord, je vais vous présenter un inconnu, tombez amoureuse de cette personne et prouvez-moi que vous pouvez tomber amoureuse ». Ce n'est pas comme ça que l'amour fonctionne, n'est-ce pas? L'amour n'obéit pas à ses règles. Il s'agit de beaucoup d'autres choses, souvent invisibles. C'est clairement une question de résonance. Oui, il doit y avoir de la résonance, il le faut. En tout cas, j'apprécie vraiment cette idée d'une sorte de résonance ou de compatibilité entre la personne qui voit et celle qui est vue. Et aussi cette notion que les données ne vont pas arriver comme on pourrait le penser, par exemple. Quels sont les numéros du loto, la façon dont les données pourraient arriver?
Si je peux, puis-je partager un excellent exemple d'une affaire de personnes disparues? C'était avec Kim Compton, qui est devenu bien connu lorsque sa famille a été profondément touchée par le coulé de boue de Montecito il y a quelques années. Sa maison a été emportée. Sa fille, il y a une photo emblématique de sa fille qu'on a extraite de cette montagne de boue après avoir été ensevelie pendant 6 heures. Malheureusement, Kim était à l'hôpital pour subir une opération car elle avait été gravement blessée. Ils ont retrouvé le corps de son mari sur la plage à des kilomètres de là et ils n'ont pas pu retrouver son fils. Et il est devenu évident au bout d'un moment qu'il était mort, mais ils n'ont pas pu le retrouver. Alors elle a contacté beaucoup de médiums et de voyants et j'étais l'une d'entre eux. Elle a commencé à m'appeler Suzanne de la Marine. Elle différenciait les différents médiums. J'ai dit, je ne sais pas si je peux le retrouver, mais je peux vous dire comment il va. Et j'ai fait une séance normale pour elle et je suis entrée en contact avec son mari et son fils en lui donnant des preuves à leur sujet. Donnez-moi un exemple. Vous faites une séance pour cette femme sur son mari et son fils décédés. C'est bouleversant. C'est une tragédie inimaginable. Quelles étaient les informations qui montraient, je ne veux pas vous tester, mais oui, quelles étaient les informations qui montraient que vous les aviez contactés? Pouvoir décrire leur personnalité unique et les différencier. Ça, c'est votre fils. Il est comme ça. Ça, c'est votre mari. Et voici comment était votre relation, exactement. Et puis, je vois un blazer avec un, comment on appelle ça? Un écusson ou un truc brodé dessus, comme on porterait dans une école préparatoire. Et elle me dit, « Oh, mais mon fils n'est pas allé dans une école préparatoire. » Et j'ai répondu, « C'est pourtant très clair. » Elle a compris que son mari était très fier de l'école privée qu'il avait fréquentée. C'était sa veste. Des détails comme celui-ci. Quand tu dis que tu l'as vu, c'est dans ton esprit, tu le vois flotter, c'est sur un corps. Je ne vois pas leur visage, mais j'ai vu ça. L'emblème. L'emblème, oui, de son école privée. Sais-tu que certains ne peuvent pas imaginer une pomme? Toi, quand tu imagines, c'est lié à un corps ou c'est juste une image? Tu la vois vraiment? C'est l'image d'une veste de costume avec un emblème. Et puis, en même temps, je sais que c'est une veste d'école privée. Waouh, d'accord, continue. Et le fils m'a montré quel sport il pratiquait, ce genre de choses. Et leur message était « Nous allons bien. Et nous sommes tellement heureux que les garçons soient ensemble ici et que vous deux, les filles, soyez ensemble là-bas. » N'importe qui pourrait inventer ce message, mais c'est ce qu'il voulait transmettre. Nous allons bien. Mais pour ce qui est d'avoir des indications sur l'endroit où il se trouvait, rien. Eh bien, plusieurs très bons médiums ont tous dit la même chose. Il a dit « Je ne sais pas exactement où je suis, mais… » Et il a dit « mais vous me trouverez. Vous me trouverez et je vais bien. » Elle voulait juste quelque chose à enterrer. George Lucas de Star Wars lui a donné l'un des sabres du film parce qu'il était une grande star. Leur fils était un grand. Jack était un grand fan de Star Wars. Et elle voulait enterrer ça avec une partie de Jack. Ils ont réduit la zone de recherche grâce au médium. Un jour, elle m'a appelé. Je suis dans la zone ciblée. Nous l'avons trouvé. Que ressens-tu? Je me suis connectée à Jack car je le sens désormais. Je reconnais la sensation de sa présence. J'ai dit, il me montre un corbeau mort. Elle a regardé autour d'elle, dit qu'il y avait un corbeau mort, puis a pris une photo sans l'avoir vu avant. J'ai dit, il me montre un X pour marquer l'endroit. Elle a encore regardé autour d'elle. Il y avait un arbre qui avait été renversé par le glissement de terrain. Quelqu'un avait peint un X dessus. J'ai ajouté qu'il m'indique aussi un cairn proche et un ruisseau rapide. Et c'était le long d'un ruisseau et quelqu'un avait mis un cairn là. Je n'avais aucun doute que je parlais à son fils, mais il n'a pas pu donner l'emplacement exact. Quelques mois plus tard, mon mari et moi voyagions dans la région de Santa Barbara. J'ai pu rencontrer Kim en personne. Elle m'a emmené à cet endroit. Cela arrive rarement, mais j'ai absolument ressenti la présence de Jack assis sur un tronc d'arbre tombé. Et il souriait et il faisait ce geste comme pour dire « Je suis juste ici, en bas ». Et ils ont fait venir des chiens de recherche. Et d'autres médiums l'avaient emmené dans à peu près le même secteur. Ils ont finalement trouvé des fragments d'os. Arrête ça. Arrête ça. Oui, elle a écrit un livre sur ce sujet, Là où les fleurs jaunes fleurissent. Une histoire merveilleuse mais difficile à lire. Et l'ADN a confirmé qu'il s'agissait d'un garçon d'environ 17 ans et que c'était Jack. Et ils ont pu organiser une cérémonie en sa mémoire et l'enterrer avec ce sabre. Mais au final, ils ne pouvaient pas nous dire exactement où il était.
Mais elle a dit que la chose la plus réconfortante, c'était les messages transmis par les médiums qui disaient « Tu me retrouveras, mais je vais bien, maman ». Waouh, je veux dire, c'est une histoire incroyable. Et bien sûr, la cynique en moi se demande, est-ce qu'il t'arrive de faire des séances où les gens disent « je ne vais pas bien ». Non, jamais, pas une seule, pas une seule. Est-ce que tout le monde va bien après être passé de l'autre côté ou est-ce que les seuls messages que nous pouvons recevoir de ceux qui sont partis, c'est qu'ils vont bien? Les seuls exemples que j'ai eus étaient des séances consécutives avec des esprits d'hommes qui venaient et que j'ai correctement ressentis comme étant le père de mon client. Et ils étaient, selon mon ressenti, accompagnés par des êtres supérieurs. C'est ainsi que cela m'est apparu symboliquement dans ma conscience. Mais ces hommes semblaient enveloppés dans un cocon. Donc c'était symbolique, enveloppé dans un cocon jusqu'ici. Le premier n'avait pas le droit de parler. Les guides ou les anges, qui qu'ils soient, parlaient pour lui. Et ils ont dit, ceci est pour assurer à votre cliente qu'elle n'aura plus jamais à parler à cet homme. Il est en train d'être pris en charge. C'est un peu comme s'il n'était pas autorisé à réintégrer la population jusqu'à ce qu'il acceptait que nous sommes tous des âmes et qu'il prenait conscience du mal qu'il avait fait dans cette vie. Cet homme était maléfique. Maléfique. Elle a dit qu'il avait violé et assassiné plusieurs adolescents. Est-ce qu'il était en mesure de répondre à votre question? Il était entouré d'êtres aimants, mais on ne lui accordait pas la liberté. C'était un schéma dans l'océan qui n'avait pas besoin d'être là. Nous gardons toujours notre libre arbitre en tant qu'âme de l'autre côté du voile. Et qu'est-ce qui change tout? Le choix de l'amour au lieu de la haine. Le choix de... En termes religieux, nous dirions expier nos péchés. En termes spirituels, nous dirions demander pardon et réaliser que nous avons fait du mal. En termes scientifiques, nous dirions entrer en cohérence en se libérant de l'énergie dissonante. Alors, lors de la séance suivante, j'ai dit « Oh là là, c'est la même situation ». J'ai dit « Mais cet homme parle » et il a dit qu'il voulait te dire qu'il était un monstre et qu'il est désolé. Et qu'en disant qu'il est désolé, cela fait partie du processus de guérison. Et elle a dit « Laisse-moi t'envoyer mon livre ». Et elle me l'a envoyé. J'ai commencé à le lire ce soir-là. Je n'ai pas pu le finir parce que c'était tellement douloureux. Mais l'introduction commençait par « Mon père était un monstre ». Alors, cet homme allait-il bien? Il ne brûlait pas en enfer. Ça, c'est une construction humaine. Nous voulons la vengeance. Nous voulons que les gens brûlent en enfer. Ils sont tous les deux arrivés avec ces êtres angéliques qui ne le mettaient pas à l'aise. Ils lui permettaient de voir ce qui était possible. Waouh! Je veux dire, c'est quelque chose que je n'ai vraiment jamais entendu personne en parler de cette façon. Et je pense que, vous savez, dans de nombreux cas, une grande part du scepticisme que ressentent les personnes qui ont été blessées envers ceux qui prétendent être en contact avec l'esprit ou qui disent « je peux vous aider à entrer en contact », beaucoup de gens se demandent « mais est-ce vraiment possible d'accéder à toute mon histoire, n'est-ce pas ?» Je tiens à souligner ici que c'était symbolique, le cocon et tout ça, Bien sûr. pour que cela ait un sens pour moi. Le message est passé. C'était le message qui devait passer. Donc, je ne vais pas dire que toutes les personnes mauvaises vont être mises dans un cocon. Non, je comprends. Moi, en tant que médium, j'aide les gens et nous, en tant que personnes qui voulons savoir où sont nos proches qui ont peut-être disparu ou nous voulons des réponses sur pourquoi cette personne est morte de cette façon, c'est frustrant pour nous. Mais que se passerait-il si ces systèmes nerveux étaient conçus pour ne pas laisser passer ce genre d'informations? Et si la conscience n'était pas optimisée pour des questions pratiques comme celle-ci, afin que nous apprenions à travers le sens et la connexion partagée?
C'est la raison pour laquelle nous pratiquons la médiumnité, pour montrer aux gens que l'amour ne meurt jamais, que nous continuons à évoluer et à grandir même de l'autre côté du voile, comme ces deux hommes que je vous ai montrés. Tout est une question de connexion. Ma chère, très chère sœur d'âme, Lynette, sa mère a disparu quand elle avait 12 ans. C'est toujours la plus ancienne affaire de disparition non résolue en Oklahoma. Mais Lynette sait maintenant que sa mère est partie. Elle a finalement trouvé des médiums après 40 ans. Mais si elle l'avait su, c'est elle qui dit que si elle avait su que sa mère était partie il y a des années, elle n'aurait pas appris tout ce qu'elle a appris à travers son propre parcours de deuil. Elle a maintenant trouvé une libération totale du traumatisme humain et a établi une relation magnifique avec sa mère de l'autre côté du voile. Cela ne serait pas arrivé si un voyant spécialisé dans les affaires de personnes disparues lui avait dit il y a des décennies ce qui était arrivé à sa mère. Elle a maintenant la relation avec sa mère qu'elle n'a pas pu avoir auparavant. Je ne veux pas te requalifier comme la médium des ténèbres et du malheur, mais je trouve aussi que c'est vraiment intéressant parce que, et encore une fois, je parle simplement de ce que beaucoup de sceptiques ressentent, comme pourquoi tant de positivité? Pourquoi y a-t-il autant d'amour? Tu sais, pourquoi tout est-il si joyeux, si parfait? Et genre, oh, tout le monde va bien et on est tous en contact. Tu sais, beaucoup de gens sont sceptiques à ce sujet. C'est pour ça qu'on aime te parler, parce que tu as ces explications sur des choses que beaucoup de gens rejetteraient, n'est-ce pas? Et tu arrives à exprimer, et si le niveau de vibration auquel les personnes capables de ressentir des choses qui ne sont pas ici sont connectées était en fait un niveau de connexion plus profond. Toute personne ayant vécu une expérience transcendantale, une expérience psychédélique, une expérience de mort imminente, ils ont tous dit que le langage universel, c'est l'amour. Devine quoi? Comme dans l'autre monde, n'est-ce pas, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de famine, il n'y a pas il n'y a pas de souffrance. Et si on pouvait fonctionner à ce niveau-là? Et les médiums sont un peu comme, moi je suis déjà connecté à ça, tu vois. On est déjà à ce niveau-là. Et tout ce que je peux dire, c'est à ceux qui sont dans cet endroit sombre et par choix, ça vous réussit au juste? Vraiment, il y a tellement de personnes qui assistent à mes webinaires et à mes cours, qui lisent mes livres et qui me disent « je veux ça, mais je souffre encore ». Eh bien, ce désir vient de l'âme. Et c'est pour ça qu'on n'abandonne pas, parce qu'il y a en nous cette certitude que la souffrance n'est pas la seule raison pour laquelle nous sommes ici. La souffrance fait partie de la raison pour laquelle nous sommes ici. Ce n'est pas une raison en soi. Elle fait partie intégrante de cette réalité, mais elle n'a pas besoin de durer. J'adore ça, j'adore ça. 10 ans plus sur l'enfer en tant que construction. Parce que cette notion de ce qui nous arrive dans l'au-delà et le fait de devoir vivre notre vie quotidienne d'une certaine manière pour s'assurer d'avoir la bonne place dans l'éternité a probablement servi à contrôler les populations plus que presque tout ce qui a été inventé. Et est-ce une invention ou est-ce réel? C'est un état de conscience et beaucoup y sont en ce moment ici dans les corps. Et c'est ça. Et c'est la programmation humaine qui veut se venger, qui réclame justice. Et donc, l'idée, l'image de quelqu'un qui a fait ça et qui va brûler dans cet endroit et trouver la damnation éternelle, ça fait du bien. J'ai été choquée quand mon mari et moi avons vu cette émission. Nous regardons rarement la télévision. Il y avait une scène où ce grand costaud se vengeait des autres types. Ça faisait tellement de bien. J'ai dit, regardons ça encore une fois. Je veux dire, et puis j'ai dit, n'est-ce pas intéressant? On est programmé pour ça. Mais quand on peut aller au-delà de cet état de conscience et ressentir cette connexion totale, c'est la définition de l'amour, l'absence de séparation. On ne peut pas simplement faire de mauvaises choses sans conséquence. C'est ça l'idée. Il y a une justice là-dedans quand tu franchis le voile. Si tu n'as pas réalisé que tu as fait quelque chose qui a vraiment blessé quelqu'un d'autre et que ce n'était pas aimant, cette énergie reste avec toi et doit être guérie. Qu'est-ce que la guérison de l'énergie? Ramener le champ dans un état de cohérence, d'unité.
Et donc, on te montre ce que tu as fait et comment cela affecte les autres. Tu le ressens vraiment. Beaucoup de gens commettent des actes cruels parce qu'ils ont tellement bloqué leurs sentiments qu'ils ne ressentent pas la douleur qu'ils infligent à une autre personne. Mais quand tu traverses le voile, tu ressens tout l'impact de tes actes. Et je vais te dire, quand il y a des excuses à présenter, quand je fais une consultation médiumnique, la première chose qui arrive, c'est qu'ils veulent s'excuser pour cela. Et ils me montrent ce qu'ils ont fait. Bouddha Betty, qui a vécu une expérience de mort imminente, Betty J, comme je l'appelle, quand elle a eu son UMI, on lui a montré non seulement la douleur qu'elle avait causée et elle l'a ressentie complètement dans son corps, mais elle a aussi vu que les choix que ses parents avaient faits venaient d'un endroit de souffrance qu'ils reconnaissaient eux aussi. Et tout cela s'est fondu dans cette espèce de souffrance familiale, n'est-ce pas? Mais cette idée qu'il existe un endroit où nous pouvons accéder à cela d'une manière qui ne suscite pas de sentiment de rage, de ressentiment ou de désir de vengeance. C'est ce que cela signifie de vraiment comprendre que les personnes blessées blessent, que même les personnes qui t'ont fait du mal si profondément et horriblement, que lorsque tu es dans un état de cohérence, lorsque tu es dans un état d'équanimité, cela ne peut plus te blesser de la même manière, parce que tu le vois dans un contexte plus large. C'est un élément très important de la guérison, n'est-ce pas? C'est d'avoir de la compassion, même pour ceux qui t'ont fait du tort. Et ça ne veut pas dire que tu dois te forcer ou faire semblant. C'est que, peu importe à quoi ressemble ta guérison, tu arriveras à un point où ça ne fera plus mal de cette façon. Et c'est ça qui nous apporte la liberté ici. C'est de réaliser que ces personnes ne l'auraient pas fait si elles savaient que nous sommes tous connectés, si elles savaient qu'au plus profond de cet océan, nous sommes tous l'océan lui-même. J'aime l'idée que ceux qui font du mal ainsi ne peuvent littéralement pas le ressentir. Il y a quelque chose de bloqué en eux qui les empêche de ressentir les conséquences de leurs actes. C'est une pensée effrayante à l'échelle humaine, non? Parce qu'on pense soit qu'ils aiment ça, soit qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux d'une certaine manière. Mais il se peut littéralement qu'il leur manque cette partie qui nous relie ou qui nous fait ressentir l'impact de nos actions. Et ce que je viens de ressentir à l'instant, c'est que tu n'as aucune idée à quel point ton amour guérit ces personnes. Ils se sont tellement coupés du monde qu'ils ne ressentent plus l'amour qui est déjà en eux. Ce n'est pas que l'amour a disparu, c'est juste qu'il est recouvert, comme je le dis souvent. Mais mon amie Brenda, qui est décédée et avec qui j'ai maintenant une excellente communication, est venue à l'une de mes présentations sur mon livre et mon film Le message du loup. Elle a littéralement fui cet endroit parce qu'elle ne savait pas ce qu'était ce sentiment. Elle ressentait l'amour qui émanait de la scène. Et cela a brisé quelque chose qu'elle avait érigé au fil des années pour se protéger. Donc, comme dans ce salon de beauté, quand je regardais simplement les gens, que je leur souriais et que je leur donnais un peu d'amour, c'était comme pour leur dire « Vous n'avez pas à me fuir parce que j'ai ce gros pansement sur le visage. Voici un peu d'amour qui vous revient. » Ces personnes qui sont tellement fermées, et si on leur envoyait de l'amour, c'est contre-intuitif, mais c'est ça qui guérit. Et ce n'est pas instantané dans la plupart des cas, mais la compassion, la compréhension des raisons de leur blocage. Si vous regardez les membres de gangs, par exemple, il y a cette liste d'une dizaine de choses qui poussent les gens à faire des choses cruelles. C'est le fait d'avoir subi des abus pendant l'enfance et d'avoir manqué de ceci, de cela et de bien d'autres choses. La plupart d'entre eux, ils ont les 10 choses de la liste. Cela ne signifie pas qu'il est acceptable de faire du mal à autrui, mais comprendre avec compassion montre que les personnes blessées blessent les autres. Eh bien, donne-leur de l'amour et ça les ouvrira en grand. La plupart des gens ont été bloqués d'une manière ou d'une autre, que ce soit par un mécanisme de défense ou par des abus extrêmes. Comment les gens peuvent-ils savoir s'ils s'ouvrent de la bonne manière pour être reconstruits? Le processus d'éveil. Je nous ramènerai au tout début pour demander « Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que je ne sais pas ?» Posez la question et restez tranquillement en silence pendant 1 à 3 minutes. Et des idées vont émerger. Comment savez-vous que vous êtes guidé? Parce que vous recevrez l'inattendu.
Il y a juste une intuition, oh, c'est différent. Et je me souviens que Lynette était, avant qu'elle ne réalise que nous sommes toutes des âmes. La femme dont j'ai parlé, dont la mère a disparu, quand elle entendait les messages de mes guides qui se terminaient toujours par les mots « Tu es tellement aimé », elle disait qu'elle faisait toujours pfff, comme si c'était le plus gros tas de bêtises qu'elle ait jamais entendu. Et maintenant, elle sait que c'est vrai parce que cette lumière est en chacun de nous. C'est ça, l'âme. Elle est simplement obscurcie, recouverte de saleté, barricadée. Comment tu le sais? Parce qu'elle ne peut pas s'empêcher de ressortir. Est-ce que vous deux, un jour, je ne veux pas t'embarrasser ici, C'est à ça que sert le podcast. est-ce qu'il t'arrive parfois de dire tout à coup « je t'aime » et puis tu dirais d'où ça sort ça? Parce que c'est exactement comme Ty et moi, on fait du vélo et il crie par-dessus son épaule « je t'aime ». Pourquoi est-ce arrivé? Parce que pour une raison quelconque, tu es entré en cohérence. Ça n'a peut-être rien à voir avec l'autre personne, mais tout à coup, tu ressens de l'amour et tu sais que tu aimes l'autre personne. Donc, tu es entré en résonance avec l'amour. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Nous avons tous cela en nous. Et il s'agit de trouver la cohérence. Cela veut dire un champ stable. C'est un endroit charmant pour, vous savez, conclure. C'est une idée tellement belle, vous savez. Une chose que j'ai remarquée, vous savez, maintenant que j'ai un enfant à l'université et un autre qui commence à chercher une université, je me rends compte à quel point, quand on est parent de jeunes enfants, on leur dit « je t'aime » et ils nous le disent en retour, n'est-ce pas? Et à mesure que les enfants grandissent, cette relation évolue, donc on reste toujours en cohérence avec eux, n'est-ce pas? Mais la notion de ce genre de marque de connexion se fait plus rare. Mais l'idée que lorsque vous êtes avec un partenaire, vous avez la capacité de régénérer constamment cette cohérence et cette connexion. C'est ce qui rend cette intimité unique, n'est-ce pas? Parce que l'intimité avec chacun implique vulnérabilité et tout cela. Mais en y réfléchissant, vous savez, quand on pense à se retrouver avec le nid vide, c'est comme «Oh, où va l'amour, n'est-ce pas?» On peut toujours avoir ça avec nos partenaires, avec nos amis, et toi, avec ce que l'esprit représente pour toi. C'est pour ça que Joyce s'est incarnée en toi pour la relation. Tu n'es pas obligé d'être en couple. Trouve un animal ou aide quelqu'un. Mais nous sommes venus ici pour exprimer l'amour que nous sommes avec l'extérieur, pas seulement à l'intérieur de nous. Tout tourne autour de la relation. Et c'est comme ça que fonctionne la médiumnité. Tu entres en relation avec un esprit et avec son proche ici. Et cette résonance rend la connexion possible. C'est tellement merveilleux de pouvoir te reparler. Nous recommandons vivement Always Connected, How to Find Comfort, Clarity and Direction from the Spirit Within. Je dois te raconter quelque chose de drôle à ce sujet, que je n'ai pas pu te dire. On a évoqué que paix et tranquillité résultent de la connexion avec l'esprit. Tout le livre est né d'une intervention soudaine de mes guides tôt un matin. J'étais simplement allongée là et ils m'ont dit « Note ça ». J'espère que mon téléphone est éteint, car il réagit chaque fois que je raconte cette histoire, et vous comprendrez pourquoi. Ils m'ont fait écrire en grosses lettres sur le bloc-notes que je garde près de mon lit « Hey Siri ». Et ils m'ont dit « Tu sais ce qui manque ?» Et j'ai dit « Non ». Et ils m'ont dit « Le P et le T de paix et tranquillité, mets-les dedans ». Et je l'ai mis dans le mot et c'est sorti « Hey Spirit ». Et j'ai dit « Oh mon Dieu, c'est trop cool ». Et puis est venu ce grand message que le problème de notre monde aujourd'hui, c'est qu'on se sent déconnecté, même si on a nos téléphones. Quand on a besoin de réponses, on dit « Hey Siri ». Mais si on pouvait faire confiance à l'inconnu, Jonathan, et faire une pause pour dire plutôt « Hey esprit, qu'est-ce que je ne sais pas en ce moment? Quelles sont les causes de cette douleur dorsale? Pourquoi ai-je des problèmes dans ma relation? Qu'est-ce que je dois faire? » Et puis s'arrêter et écouter. Vous allez découvrir que vous êtes toujours connecté. Vous allez recevoir des réponses innovantes. Elles se démarqueront des paroles de chansons et de tout le brouhaha mental. Et ensuite, vous apprendrez à leur faire confiance et à faire confiance à l'inconnu. Suzanne, merci beaucoup pour ta sagesse, ton cœur, ta joie.
Où les gens peuvent-ils trouver tout ce qui concerne Suzanne, y compris l'application, que j'apprécie vraiment? Je suis ravie que tu aimes l'application Awakenway. Et je suis tellement enthousiaste que mon site web soit complètement nouveau. Il suffit d'aller sur suzanneguisman.com. Nous l'avons rendu bien plus facile à parcourir. Il y a tellement de ressources et beaucoup de cadeaux aussi, et plein de façons de rester connecté. Alors merci. Eh bien, merci. Et nous vous souhaitons une bonne guérison et que de bonnes choses pour votre santé et toute votre communauté. C'est vraiment merveilleux de pouvoir à nouveau parler avec vous. Merci beaucoup. Vous savez, Jonathan, je suis désolée de ne pas avoir eu un exemplaire physique du livre de Suzanne quand nous l'avons reçu. Mais vraiment, vraiment, vous savez, c'est une belle exploration de ses conversations avec Joy et de ses interactions où elle ne cherche pas toujours à voir le bon côté des choses. Je pense que c'est une simplification excessive. Mais il ne m'était jamais venu à l'esprit que si la langue universelle, vous voyez, de l'univers, était celle de la positivité, de la sécurité, de la sûreté. Je pense aux personnes ayant vécu des EMI qui, dans cet endroit, ressentent une sensation écrasante d'amour. Ou des personnes ont décrit cela lors de voyages sous psilocybine, lors d'expériences avec l'ayahuasca, comme s'il existait un foyer pour notre âme qui est protégé, en sécurité et aimé. Et nous ne faisons qu'un, nous faisons tous simplement partie d'un univers de conscience. Cela a du sens que les médiums qui, en théorie, encore une fois, je ne peux pas le prouver, en théorie, se connectent à un autre plan, que leur message soit en accord avec celui que les gens reçoivent lorsqu'ils vivent des expériences de conscience transcendantes ou élargies. Même quelqu'un comme Thomas Campbell, qui pratique la méditation transcendantale et se retrouve propulsé dans l'univers, comme la première fois qu'il a essayé de méditer et qu'il a vécu cette expérience, c'est cet endroit que nous essayons tous d'atteindre. Ou comme l'explique Suzanne, nous y sommes déjà tous. Et si l'enfer n'était pas un endroit où l'on est puni sans fin pour des choses que l'on a peut-être faites ou non, mais plutôt un endroit où l'on ressent l'impact de tout ce qui a affecté les autres? Eh bien, et aussi un endroit où l'on a alors l'opportunité d'avoir une sorte de, enfin, ce sont tous des mots humains, d'apaisement, d'expiation. Vous savez, pour moi, l'enfer serait un endroit où je ne peux pas parler. Où vous ne pouvez pas parler. Je dois dire ce que je veux. Vous devez juste rester avec toutes vos idées pour l'éternité. C'est ça. Faisons le top 5 des façons de savoir si vous êtes guidé par l'esprit. D'accord. Numéro 1, la synchronicité. Parle-nous de ça, Maïm. Tu sais, parfois quelque chose semble être une heureuse coïncidence où tu te dis « Waouh, quel hasard !» Et si ce n'était pas un hasard, et si c'était un moment de synchronicité en résonance cohérente? Si cela se produit et si tu remarques que cela se produit, cela signifie que quelque chose se connecte à un certain niveau. Et si ces choses arrivaient tout le temps, tu ne les remarques juste pas. Cela relèverait aussi de la synchronicité. Numéro 2, signe ou phénomène physique. Donc, cela entrerait dans la catégorie des colibris, ce que ma mère a décidé être la façon dont mon père se manifeste. Mais aussi, vous savez, on est un peu au niveau des poltergeists. Et si des objets commencent à bouger, ou vous savez, si les téléphones ou les appareils électroniques commencent à se comporter bizarrement. Ce sont des signes physiques et des phénomènes qui pourraient se produire. L'intuition et le savoir intérieur sont le troisième point. Oh, j'adore celui-ci. Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Jonathan, tu es bien mieux placé pour en parler. Parfois, tu sais juste quelque chose et je ne sais pas ce que ça fait. Tu me le dis tout le temps. Non, 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 pas tout le temps. Oh, j'ai eu quelques exemples, mais je ne sais pas si ça compte comme... Quand quelqu'un dit quelque chose et que c'est une vérité partielle, je ne peux pas dire que c'est tout le temps, mais souvent quand quelqu'un me dit quelque chose qui me semble bizarre, ça me semble bizarre et il y a plus d'informations derrière. Je ne dis pas qu'ils mentent. Je ne dis pas qu'ils essaient de me tromper d'une manière ou d'une autre, mais il se peut qu'ils n'aient pas toutes les informations ou qu'ils n'aient pas remis en question les informations qu'ils ont reçues.
Et donc, j'ai juste l'impression qu'il y a un manque de cohérence dans le message. Je regrette qu'on t'ait appris cohérence. Tu vas l'utiliser sans arrêt. Je vais l'utiliser tout le temps. Au supermarché, tu diras « Il n'y a pas de cohérence avec cette tortue en chocolat que tu veux que je t'achète. » Non, j'ai eu quelques rares moments d'intuition forte, mais vraiment très peu. L'un d'eux était d'avoir des enfants tôt. C'était une intuition très, très forte. La connaissance intérieure et l'intuition évoquées ici désignent ce pressentiment, cette sensation au ventre qui te pousse à agir ou non. Ou une clarté soudaine, une révélation, ou encore l'une de tes préférées, ce sentiment d'être guidé à changer de plan à la dernière minute. J'appelle juste ça du chaos et un manque d'organisation, mais Jonathan dira plutôt « J'ai un très fort pressentiment. Je ne devrais pas prendre l'autoroute aujourd'hui. » Tu adores me faire passer pour un monstre du chaos, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Et ça n'a pas toujours besoin d'être un signe très fort et très clair. Il se peut que tu sois poussé vers quelque chose, mais c'est important parce qu'on a l'impression que l'intuition peut être brouillée par une énorme quantité d'informations ou une sensation qui te donne presque l'impression d'être paralysé si tu ne la suis pas. Ainsi, se connecter à un appel plus subtil peut te permettre de accueillir quelque chose ou de laisser quelque chose se dérouler, ou pour que la synchronicité se manifeste d'une manière qui t'est plus utile. La prochaine question concerne les rêves. L'esprit peut-il communiquer à travers les rêves? Je veux dire, c'est l'une des meilleures façons que je puisse imaginer pour que l'esprit communique. Si je devais en choisir une, je dirais d'accord, je l'admets. Principalement parce que je viens d'une tradition religieuse où nous avons eu une période de prophétie et les prophètes recevaient des messages dans leurs rêves. Ils faisaient ces rêves élaborés, souvent très effrayants, et c'était ça, la prophétie, non? On savait que lorsque j'allais dormir, quelque chose bougeait dans ma conscience. Donc je m'inscris un peu dans cette tradition. Et souvent, c'est le cas. Nous recevons des intuitions. Nous obtenons de la clarté grâce aux rêves. Ce n'est pas toujours clair, mais j'ai l'impression que Suzanne nous a donné un petit cadre pour expliquer pourquoi ce n'est pas toujours aussi simple que « voici un rêve sur ceci, cela ou autre chose ». Ainsi, lors d'une analyse de rêve, le thérapeute demande « qu'est-ce que cela vous fait ressentir ?» Certaines personnes rêvent de requins de façon effrayante, d'autres de façon rassurante ou excitante. L'essentiel est la signification personnelle. C'est un premier niveau de communication. Le dernier, le sentiment de présence. Donc, cela pourrait être comme la sensation que quelqu'un est proche. Avant de découvrir le traceur sur mon téléphone, je croyais que tu sentais quand je m'approchais. Je me demandais comment tu savais. C'est vraiment une connexion importante. Tu as partagé tes données de localisation. Je n'ai pas mis de traceur sur ton téléphone. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Désolée. Je voulais dire avant de savoir que je t'avais donné la possibilité de voir où je suis. Mais aussi, certaines personnes ressentent de la chaleur, des picotements ou des sensations physiques ou pensent à quelqu'un et ensuite, cette personne pense à elle ou elles sentent fortement leur présence. Parfois, toi et moi, on s'envoie des messages en même temps. Voilà quelque chose de bête à dire. Quand on ne communique pas pendant des heures, soudain, on agit de la même façon tous les deux. Je me disais que ça m'arrive avec toi plus qu'avec personne d'autre. Ça doit être une vraie connexion. Puis j'ai réalisé... Et puis tu vas penser, mais c'est juste qu'on s'envoie plus de messages que n'importe qui d'autre. On s'envoie des messages 86 fois plus souvent qu'avec la plupart des gens, donc il y a de fortes chances que ça nous arrive. Bref, c'est ce qu'on appelle le sentiment de présence. Voilà tes 5 principales façons de savoir que tu es guidé par l'esprit. On veut entendre toutes les façons dont tu es guidé par l'esprit. Nous avons une communauté incroyable de breakers sur Substack qui partagent des histoires incroyables d'éveil et de connexion spirituelle. De nombreuses personnes cherchent à mieux se connecter à leur intuition. Si tu veux, regarde Breakdown de Mayim Bialik sur Substack. De notre breakdown à celui qu'on ne te souhaite pas, à la prochaine. It's Maya Bialik's breakdown. She's gonna break it down for you. She's got a neuroscience PhD or two. One fiction, and now